Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 2-1 des Bleus emmenée par Mbappé en huitième de finale et pour la première fois depuis le Brésil 2006, le champion du monde en titre passe les poules, se qualifie en huitième de finale. C'était pas dit il y a 15 jours quand on était en plein doute au final, cette équipe de France sur 2 matchs nous donne quand même beaucoup de certitudes sur la qualité du jeu proposé et bien sûr la quantité d'occasions créées offensivement malgré les forfaits, on a un volume d'occasions extraordinaire. Techniquement, on est vraiment très très bon et individuellement, il y en a qui surperforment. C'est complètement dingue. Le niveau d'Antoine Griezmann est absolument ahurissant, même si il était un petit peu revenu ces derniers temps avec l'Atlético. Personne n'aurait pu prédire un tel niveau de performance pour lui. Et bien sûr, au tableau d'affichage, c'est Mbappé qui est inscrit doublé ce soir, malgré une première mi-temps loupée. En seconde, il s'est repris très joli. Son deuxième but, je l'ai beaucoup apprécié. Giroud toujours aussi important dans la présence qu'il apporte dans la surface. Et puis que dire de la première mi-temps d'Ousmane Dembélé face à des Danois qui ont offert une belle opposition. Il y a un paradoxe. En première mi-temps, ils sont vraiment pas bons, voilà, mais ils ne perdent pas. Et au final, en seconde, ils sont bien meilleurs. Peut-être l'entrée de Braithwaite a fait du bien. Et ils perdent le match justement sur cette seconde, malgré le petit regain de forme offert par ce but de Christensen, qui, à mon sens, ne doit pas continuer après sa fameuse action sur Mbappé en début de match, qui mérite rouge, puisque Mbappé court au but, tu as les flashbacks Argentine 2018, même s'il y a des joueurs derrière, que c'est pas le dernier défenseur, on sait très bien qu'il annihile complètement l'action de but, puisque aucun des deux défenseurs derrière lui n'aurait récupéré Mbappé qui était parti. Enfin, c'est une dinguerie comment sa vitesse est capable de combler, de sublimer n'importe quelle passe, peu importe le dosage, vraiment c'est extraordinaire. Bref, la France qui démarre cette première mi-temps avec une belle production. Alors évidemment, on n'est pas les plus gros presseurs au monde. J'ai vu des Danois qui ont quand même cherché à imprimer le rythme sur une grosse partie de cette première mi-temps, sans pour autant évidemment se rapprocher du dernier tiers, avoir de la suprématie technique ou alors un côté incisif dedans, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de réelle occasion. Et puis nous, en contre, les conduites de balle de Ousmane Dembélé, les remontées d'Antoine Griezmann, la présence de Giroud, les centres, on est très dangereux là-dessus, les coups de pied arrêtés, tiens, que Mbappé a redonné à Griezmann, ça c'est pas plus mal. On rentre au vestiaire avec ce 0-0 assez frustrant parce qu'on doit mener évidemment à ce moment-là. Et puis on en revient avec des intentions qui sont un petit peu autres, parce que jusqu'à l'ouverture du score, c'est quand même compliqué. Les Danois reprennent un petit peu le contrôle du ballon, en font un meilleur usage. Et au final, c'est sur un contre, bien évidemment, encore une fois en fait, contre l'Australie, le but de Giroud, c'est sur la première action de pressing du match. Là, le but de Mbappé, c'est sur la première action où on utilise vraiment la vitesse, la percussion et la profondeur, parce que ça a été le gros défaut de l'équipe de France en première mi-temps, ne pas trouver Dembélé, Mbappé lancé, et ce qui a fait qu'on était incapable évidemment de prendre la profondeur, de mettre un petit peu plus de vitesse dans ce jeu qui paraissait par moments stéréotypé, même si on a quand même réussi à se créer bon nombre d'occasions. Il y a la tête d'Olivier Giroud. Mbappé a encore envoyé son ballon au 7e ciel pour les pigeons, mais ça, on est habitué pour les supporters parisiens. C'est la même chose à chaque match depuis le début de saison. C'est ça qui est complètement dingue. Il bat tous les records. Il est impressionnant et la Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est sa compétition en fait. C'est cette compétition qui va le différencier des Ronaldo et Lionel Messi quand il faudra un petit peu débattre, voilà, parce que au niveau Ligue des Champions, ça va être difficile de se rapprocher de Ronaldo, au niveau Ballon d'Or de Lionel Messi, mais alors foot en équipe nationale, il est absolument extraordinaire. Et ne venez pas me parler de conjoncture collective ou je ne sais quoi, parce que voilà, il est énorme, il est tout simplement stratosphérique, et quand tu vois sa détermination sur le second but, tu te dis qu'il est vraiment pas là pour rigoler, quoi. Il va aller la chercher, cette Coupe du Monde. Il est énorme. Et pour nous, Parisiens, dites-vous que là, fin décembre, euh, on risque de se retrouver avec un Mbappé qui gagne la Coupe du Monde
et qui finit meilleur buteur, meilleur joueur du tournoi. Ce serait une véritable dinguerie, bien évidemment. On espère que d'ici là, bon, l'Argentine va se reprendre dès ce soir et que Neymar va revenir, hein, que son Brésil va un petit peu se reprendre. Et lui aussi, parce que là, voilà, Mbappé, là, il part vraiment pour faire un truc de Barjo, c'est dingue. Le premier but, l'échange avec Théo Hernandez est fou, voilà, la passe de Théo magnifique. Après, il loupe sa frappe, Mbappé, on va pas se mentir. Mais c'est quand même but, voilà. Et le second, par contre, est très très beau. Le centre de Griezmann est extraordinaire, voilà. Très soyeux, pied gauche, énorme, voilà. Beaucoup d'autorité face à Kingsley Coman. Et puis Mbappé, qui est dans la surface depuis un certain temps sur l'action, mais qui choisit le bon moment quand même, hein, pour s'avancer vers les 5,50 m et qui marque du genou, de la cuisse, je ne sais pas trop de quelle partie du corps. Bref, la seule possible pour pouvoir marquer. Et c'est pour ça que ce but est très très beau. Ensuite, communion avec les tribunes, les photographes tout autour. Bref, ça risque de devenir des photos légendaires si on va au bout. Donc ça fait plaisir pour Mbappé. Entre-temps, donc il y a ce but de Christensen. C'est Rabiot qui l'oublie. Il y a Upamecano aussi qui oublie le Danois qui fait l'espèce de remise, qui touche le ballon. Bref, bon, c'est dommage, il est regrettable. Peut-être Hugo Lloris, voilà, un petit peu à incriminer. Mais dans tous les cas, cette équipe de France a été très sérieuse et mérite sa victoire ce soir, c'est évident. Dembélé a fait une grosse première mi-temps. Les replis, c'est incroyable. À un moment, il tacle même. Et le Dembélé de Dortmund ou de 2018 était incapable de faire ça, bien évidemment. Ensuite, avec ballon, bah, il est très rapide. Voilà, les qualités de percussion, sa capacité à centrer, hein, trouver des angles dans cette dimension-là. Encore ce soir, je crois qu'il en dépose 2, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, pour dynamiter ballon au pied, il a été très bon, bien meilleur que Mbappé sur la première mi-temps. C'est pour ça qu'en fait, à la mi-temps, tu te dis, mais Mbappé, il est en train de nous pondre un match assez compliqué, parce que de l'autre côté, Dembélé est vraiment trop fort, quoi. Alors que le plan de jeu, c'est évidemment tout axé sur le côté gauche, avec les flèches Mbappé et Théo Hernandez, ramener Griezmann, Tchouaméni, le milieu, Giroud et tout ça sur ce côté-là. Dembélé, qui est du coup esselé de l'autre côté, mais qui, sur un centre second poteau ou sur un second ballon, peut très vite se retrouver en 1 contre 1. Voilà un petit peu comment j'ai vu cette équipe de France ce soir. Bon, Giroud a fait son match, il est sorti assez tôt parce que je me disais en première mi-temps qu'il courait un petit peu trop quand même pour son âge. Bon, dans la surface, il apporte toujours autant parce que il est grand et puis physiquement, il en impose. Maintenant, hors de la surface, c'est sûr que c'est pas Karim Benzema. Quand je vous parlais de mettre de la vitesse, enfin, essayer de trouver Mbappé lancé en première, euh, Benzema aurait été meilleur que Giroud, si on veut faire une comparaison un petit peu constructive, on va dire. Benzema aurait été meilleur que Giroud dans ce registre-là. Voilà. Aucune animosité évidemment dans ce que je dis. Rabiot fait encore un gros match, hein. Rabiot il fait encore un match où il est partout, il se crée beaucoup d'occasions. Il y a le ciseau en seconde, la tête en première avec un bel arrêt de Schmeichel. La justesse technique, la volonté de faire progresser le ballon et d'apporter de l'équilibre. À ses côtés, écoutez, moi Griezmann, c'est... Enfin, je suis désolé, mais il y a plus de mots en fait. Le match de ce soir, il est encore une fois, mais incroyable. Le mec est la clé de ton équilibre et celui qui, dans le dernier tiers, justement, va faire les différences. C'est une dinguerie. Le volume de jeu, de course, le pied gauche somptueux, la justesse technique, enfin, j'aurais rien d'autre à dire en fait sur le match de Griezmann, juste m'incliner et honnêtement, en fait, je veux pas m'avancer parce qu'on est que à la deuxième journée. Il y a des équipes qui vont sûrement se reprendre, faire des meilleurs matchs, mais Upamecano apparaît probablement comme le meilleur défenseur du tournoi pour l'instant et Griezmann le meilleur joueur et puis surtout en fait pour son histoire personnelle, j'ai l'impression qu'il est encore meilleur qu'en 2018 dans l'apport en fait. Il surclasse tellement tout le monde dans cette équipe, il est énorme. Je suis désolé, dans le jeu, c'est le meilleur joueur de cette équipe de France en fait, Griezmann. J'ai l'impression qu'il est au sommet de son art depuis le début de sa carrière internationale. Tout ça est à confirmer. Il va falloir aller très très loin pour que ce que je dis devienne factuel, véridique fin décembre, donc il y a encore beaucoup à faire. Mais dans tous les cas, prestation encore une fois incroyable. Voilà, belle entrée de Kingsley Coman. Voilà, bon, Mbappé, 7e but en Coupe du Monde, autant que Lionel Messi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit avant le match contre le Mexique. Donc c'est énorme tout simplement. À 23 ans, on le rappelle, alors qu'il lui reste 3 Coupes du Monde. Allez, 4, oui, non, 4 c'est un petit peu compliqué. Hein. Mais il lui reste encore celle-là, 3 Coupes du Monde et demi.
il va briser tous les records, on en a assez parlé. Tchouaméni, encore une fois, sur le premier, la sortie de balle, où il trouve Théo de l'extérieur magnifique. De toute façon, tu as l'impression qu'il joue dans cette équipe depuis 10 ans. C'est incroyable, hein, ce milieu de terrain. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, on se faisait caca dessus complètement, quoi, avec l'idée d'avoir Rabiot, Guendouzi dans le groupe. Au final, extraordinaire, tout simplement. Voilà, Tchouaméni est un grand artisan. Varane faisait son retour dans le 11, il a été plutôt bon. Et ça a collé avec la physionomie du match, puisque les Danois ont quand même porté le ballon assez souvent. Upamecano, encore une fois, moi, franchement, il fait partie de mes top 3 français ce soir, hein. Bon, Mbappé évidemment, Griezmann et Upamecano pour moi. Parce que, encore une fois, avec ballon très très bon, pour le porter d'abord avec la conduite de balle, les passes aussi qui cassent les lignes, les passes longues, le renversement, et puis surtout défensivement, voilà, l'anticipation, il est vraiment... En fait, il me surprend parce que j'ai suivi son début de saison du côté du Bayern, il était bon, évidemment, mais je ne pensais pas qu'il était capable d'atteindre quand même un tel niveau, surtout voilà, dans la conjoncture actuelle de cette équipe de France. Alors il a joué avec Konaté qu'il connaissait en début de semaine, mais là, changer de partenaire, et on rappelle que c'est un facteur très important, la complémentarité de la charnière. Ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Théo, évidemment, la bombe, voilà, qui veut venger son frère, extraordinaire, la passe décisive, l'apport, et puis surtout, défensivement, il a été très bon en première mi-temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Jules Koundé, première délicate quand même. On est tombé sur Pavard, je vois pas pourquoi on tomberait pas sur lui, puisque même s'il coûte pas à son équipe au tableau d'affichage, techniquement, c'est guère mieux que Benjamin, quoi, parce que... Et puis en plus, il fait une faute quand même qui est assez moche, en fin de première, je crois, sur une montée. Bon, toutes les autres étaient ponctuées d'un geste technique pas bien réussi. Et puis, globalement, un petit peu à contre-temps. Il s'est un petit peu repris en seconde, vous me direz. Mais voilà, pas forcément celui qui t'apporte le plus de garanties ce soir. Bon, cette équipe de France qui commence à ressembler à quelque chose, nous donner des certitudes. Finalement, il n'y a que ce poste de latéral droit où le débat n'est pas clos. À tous les autres postes, bon évidemment les blessures ont forcé un petit peu les choses, mais tout le monde s'impose comme un titulaire en puissance, tout simplement. Et ça fait plaisir. Griezmann, pardonne-moi encore une fois d'avoir douté, pardonne-moi d'avoir pensé à des moments titulariser Christopher Nkunku à ta place. Pardonne-moi Antoine Griezmann, tu es juste extraordinaire. Je suis désolé avec ces mèches blondes, mais voilà, c'est trop dingue. Revoir ce football-là, ça me rend heureux, en fait. Tout simplement, c'est la clé du bonheur, un tel football. Bref, eh ben, on se retrouve mercredi pour affronter la Tunisie. Voilà, on est qualifié, donc on risque de faire tourner. Un petit mot sur... écoutez, ce qui est en train de sortir, là. Les joueurs sont exceptionnels, mais les entourages, ils sont pitoyables, je suis désolé. Avant le tournoi, ça fuite dans les médias comme quoi la Fédé ne paye plus les déplacements et le logement des familles à la Coupe du Monde. Alors, il suffit pas... il faut pas faire Polytechnique pour comprendre que c'est l'entourage des joueurs qui font fuiter ça pour se plaindre. Hein. Ça va pas être quelqu'un de la Fédé, ni les journalistes qui l'inventent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que la famille des joueurs, des multimillionnaires, se sont plaints dans la presse que la Fédé fait des économies pour rebalancer l'argent, par exemple, sur le foot amateur, en ne payant plus leurs déplacements, qu'ils peuvent se payer matin, midi et soir. Ensuite, tu as alors la meuf d'Areola qui fait question-réponse sur Instagram et qui attaque gratos la femme de Lloris, voilà, en disant que c'est une mauvaise fille, voilà, qu'elle n'a pas les mêmes valeurs qu'elle aurait des mauvaises valeurs. Dans un question-réponse, je pense à 99%, c'est elle qui s'est posé la question à elle-même. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et l'histoire de Benzema. Ce matin, on s'est quand même levé avec un article de l'équipe qui nous annonce que l'ambiance est meilleure depuis qu'il est parti. Encore une fois, ok, on peut en vouloir à l'équipe qui fait un article un jour de match qui n'a sûrement pas lieu d'être, mais surtout aux entourages. Je suis désolé, mais à un moment donné, c'est la plaie. On le sait très bien que ce sont les entourages qui font fuiter ça parce que le retour de Benzema n'a pas plu à certains et que on essaye un petit peu de l'utiliser pour vanter une espèce de bonne ambiance. Alors, quand il est parti, à ce qui paraît, personne ne lui aurait dit au revoir, quand il est parti du Qatar après sa blessure, à part Marcus Thuram, son grand copain visiblement. Ça crispait un petit peu. Depuis, visiblement, ça joue plus aux cartes. Il y a une meilleure ambiance dans le groupe. Et puis lui, il nous a fait un post bizarre sur Instagram en disant...
bien trop de dignité ou un truc comme ça. Bon bref, il reposte un discours de Will Smith sur les rageux quand t'es au sommet de ton art. J'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines dans ce dossier et qu'après la Coupe du Monde, il y a peut-être quelques petites choses qui vont sortir. Je veux pas être complotiste en disant qu'il est parti du groupe pour des raisons diplomatiques, politiques. Je ne le pense pas. Je pense qu'il était réellement blessé. Mais voilà, à un moment donné, les entourages, c'est vraiment le poison de cette équipe de France. Après, les affaires qui avaient pourri cette élimination contre la Suisse, les trucs de Véronique Rabiot, machin chouette, maintenant, ils font fuiter n'importe quoi dans la presse. Parce que, pardonnez-moi, enfin, c'est eux qui sont derrière ça. Mais ils sont complètement abrutis. Voilà. Bref, on termine cette vidéo sur cela. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, on va débriefer prochainement peut-être le Espagne-Allemagne de demain soir, le Brésil sans Neymar lundi, et puis surtout les Bleus mercredi. Voilà, bonne soirée à la Team Notif, bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.